Face aux géants américains de la tech, rares sont les entreprises européennes qui ont réussi à s'imposer à l'échelle mondiale. Spotify en fait partie. La plateforme de streaming suédoise compte aujourd'hui plus de 750 millions d'utilisateurs dans le monde et elle continue de façonner l'industrie musicale. Bonjour Antoine Monin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Bienvenue à vous tous dans Parlons Éco. Spotify est né en Suède en 2006. Alors en 2006, c'était un peu l'époque du piratage. Là-bas, il y avait même un parti pirate. Comment le fondateur de Spotify, Daniel Ek, a-t-il réussi à faire payer les gens à nouveau pour écouter de la musique ? Alors d'abord, Daniel avait fan de musique par ailleurs et brillant sur le plan technologique, avait une obsession. C'est que c'était certes l'époque du piratage, mais la façon dont on pouvait télécharger et écouter de la musique n'était vraiment pas agréable, vraiment compliqué. Et il voulait absolument rendre ça plus fluide, plus rapide, plus agréable. L'utilisateur serait prêt ensuite de nouveau à payer pour de la musique. C'est ce qui est arrivé. Et pourtant, ça a été très difficile de convaincre les grandes maisons de disques de participer à ce projet. Oui, et c'est normal. Il faut savoir qu'avec l'avènement d'Internet, du peer-to-peer, etc., une grande crise du disque a commencé fin des années 90, début des années 2000. Le marché a perdu la moitié de sa valeur. Vraiment, c'était une époque où on disait que les maisons de disques allaient mourir, que les artistes ne pourraient plus vivre de leur musique. Et donc, il était encore difficile d'imaginer quel serait le business model du futur. À l'époque, les ayants droit, les maisons de disques essayaient de comprendre quel serait le modèle de l'avenir. Et il a fallu du temps pour les convaincre, pour leur démontrer ce que Daniel a fait sans relâche. Il a aussi fallu du temps à Spotify pour devenir rentable. Plus de 17 ans. Je pense que votre premier bénéfice, c'est en 2024. Plus d'1 milliard d'euros de bénéfices. Mais l'année précédente, c'était 500 millions d'euros de pertes. Comment vous expliquez ce temps ? Je crois que c'est parce que, c'est d'ailleurs la vision de Daniel et des fondateurs, c'est d'investir, innover, investir, continuer à innover. Ça veut dire dépenser de l'argent. Alors il faut des partenaires, il faut des financiers qui vous suivent pendant toutes ces années avant d'atteindre la rentabilité. C'est vrai que vous accumulez... 17 ans quand même, il faut les convaincre pendant des années et des années. Au moment où on commence à faire des bénéfices, on va commencer à récupérer sur les pertes passées. Il y a aussi une particularité. Dans notre business model, on reverse 70% de tout notre chiffre d'affaires, de tout ce qu'on gagne, aux ayants droit de la musique. Oui, alors quand Snoop Dogg disait publiquement qu'il n'avait touché que 50 000 $ pour 1 milliard d'écoutes sur Spotify, alors vous avez contesté ces chiffres. Quelle est la réalité ? La réalité est tout autre et donc on a pris contact avec lui, on lui a expliqué, et depuis d'ailleurs on a une très bonne relation avec lui, on lui a expliqué qu'en fait ça avait généré plusieurs millions de dollars et pas 25 000 ou 50 000, voilà. Et en fait, ce qui est compliqué aussi pour un artiste, c'est qu'en fonction des différents contrats, auteurs, compositeurs, interprètes, pour la partie édition, la partie label, maison de disques en différents des pays, en fait, les revenus viennent de différents partenaires, de différents flux, de différents contrats. Donc lui, il avait très très mal négocié son contrat avec son label alors ? Pas forcément. Peut-être qu'il avait aussi, à ce moment-là, reçu un relevé qui n'était pas complet et qu'il n'avait pas encore fait l'addition de tout. Voilà. La journaliste américaine Liz Pelly a écrit un livre récemment sur Spotify, la machine Spotify. Et pour elle, écouter des artistes indépendants sur Spotify, ça reviendrait à les pirater tellement ils sont mal rémunérés. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Que c'est totalement faux. L'appellation de journaliste, je ne suis pas sûr, parce que comme elle n'a pas voulu parler avec Spotify, je ne suis pas sûr de la qualité de sa recherche. Non, c'est totalement faux. On a reversé plus de 11 milliards. Elle ne vous a pas sollicité ? Non, elle n'a pas voulu s'entretenir avec nous. Donc, on va dire que c'est une opinion plus qu'une recherche, et c'est une opinion qui n'est fondée sur rien. Les chiffres démontrent le contraire. On a reversé plus de 11 milliards de dollars à l'industrie de la musique rien que l'année dernière, 70 milliards de dollars depuis la création de Spotify. Plus de la moitié de ces 11 milliards de dollars vont aux artistes et aux labels indépendants. Donc, excusez-moi, mais les chiffres démontrent à quel point ces affirmations sont totalement infondées. On vous accuse aussi de glisser certains morceaux dans les playlists, des morceaux anonymes, produits à bas coût, peut-être avec l'intelligence artificielle, parce que il serait plus rentable pour vous. Est-ce que vous versez un montant de droits d'auteur différent en fonction de chaque titre, en fonction de chaque morceau ? Alors pareil que la précédente question, ça c'est totalement faux. En fait,
Il n'y a pas de reversement différencié selon la nature de la musique, etc. Les contrats avec les ayants droit qu'on a sont très similaires d'un ayant droit à l'autre. Pour de bonnes et simples raisons, c'est que c'est comme ça que le business model a été construit. Mais les grandes maisons de disques ne négocient pas mieux que des petits labels plus indépendants qui demanderaient moins d'argent? Non, pas réellement, parce que les labels indépendants se regroupent aussi pour négocier. Hein. Ils ont par exemple une association qui s'appelle Merlin qui négocie en leur nom pour plein de labels indépendants. Donc non, il n'y a pas de différence fondamentale. Et pour nous, Spotify n'a aucun intérêt économique à diffuser telle musique plutôt que telle autre. L'intelligence artificielle génère 30 à 40%, je pense, des titres qui sont maintenant mis à disposition sur la plateforme. Quel est l'impact pour les musiciens, pour les chanteurs dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'ils pourront encore faire la différence, vous pensez? Oui, moi je suis intimement convaincu, comme les équipes de Spotify, que les artistes vont s'emparer de l'intelligence artificielle comme ils se sont emparés de toutes les révolutions technologiques par le passé, les synthétiseurs, les vocodeurs, les sampleurs, l'ordinateur pour faire de la musique. C'est un outil qui va être dans la main des artistes. Les artistes créatifs et qui ont du talent continueront à être ceux qui auront le plus de succès. Donc concrètement, une IA peut prendre une chanson de Céline Dion ou d'Angèle, en faire une reversion reggae, électro, orchestrale, et au final, l'artiste, les ayants droit, touchent quand même de l'argent? C'est exactement ça le principe, c'est que justement on veut qu'on soit... Alors il faut d'abord que l'artiste ait donné son accord et que son ayant droit, par exemple Universal ou la maison de disques de l'artiste, ait donné l'accord d'abord, donc le respect de l'artiste et du droit d'auteur, et puis les revenus qui seront générés par cette expérience et par l'offre qu'on va proposer aux consommateurs seront reversés aux ayants droit et aux artistes. Derrière Spotify, il y a aussi un dirigeant qui porte un regard sur l'économie, sur l'Europe et sur la compétition mondiale. Vous avez dit que le mal français, c'est de se disputer les richesses plutôt que de les créer. Vous le pensez toujours? Privilégier l'innovation, privilégier l'investissement, c'est aussi permettre à des entreprises de se développer et avant qu'elles arrivent à une certaine maturité, leur permettre de se développer correctement. J'avais dit ça au moment de la taxe streaming. Vous l'avez dit, Spotify a mis 17 ans à être rentable. Au moment où la taxe streaming a été votée en France, Spotify perdait de l'argent. C'est une taxe de 1,75% du chiffre d'affaires, c'est ça? Oui, mais et 4 ans après, vous en faites quel bilan de cette taxe et elle sert à financer quoi? Alors, elle sert à financer le Centre national de la musique, en partie. Hein, ce n'est pas la seule taxe qui finance ça. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, par exemple, si on rentre dans les taxes, c'est que cette taxe a déjà atteint son maximum. C'est-à-dire qu'en quelques années, le gouvernement avait prévu qu'elle devait rapporter tant, qu'à peu près 21 millions d'euros. Et là, on a déjà arrivé au maximum. Et là, aujourd'hui, le gouvernement est empêtré dans un problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de surplus? Parce qu'il va aller dans le budget de l'État et pas dans le Centre national de la musique. Donc c'est un peu absurde de se dire qu'on crée une taxe pour un objet et que finalement, elle dépasse déjà son rendement et que ça va aller au budget de l'État. Donc on est encore dans d'autres sujets de débat budgétaire. Mais voilà, c'est je trouve, un mauvais exemple que la France a donné là sur encourager des entreprises européennes à se développer sur un marché concurrentiel. C'est le moment de parler de votre parcours, de parler de vous. Derrière le dirigeant, il y a aussi un passionné de musique. Et pour nous parler de votre histoire, vous nous avez apporté un vinyle avec de jolis autocollants dessus. C'est le premier vinyle que j'ai eu. C'est un des premiers albums d'Alain Souchon, le 3e, je crois. Il date de 1977. Donc, pour rien trahir, j'avais à peine 5 ans. Vous étiez déjà fan de musique? Voilà, j'étais déjà fan de musique. Alors, je l'ai décoré avec des autocollants de Bernard et Bianca et des autocollants de mode enfantine. Pour la petite histoire, quelques années plus tard, au tout début de ma carrière dans la musique, j'ai rencontré Alain Souchon parce qu'il était dans la maison de disques dans laquelle j'ai travaillé. Et quelques années plus tard, j'étais figurant dans un clip d'Alain Souchon avec mon épouse. Bref, j'ai une espèce d'histoire personnelle. Vous lui avez dit que votre premier vinyle, on s'est c'était le rencontrés sien? plusieurs fois depuis. Et voilà, c'est une histoire assez... voilà, j'ai un lien personnel, enfin pas personnel, mais en tout cas, j'ai un lien affectif, émotionnel avec Alain Souchon. En plus, c'est un poète de la mélancolie. Enfin, voilà, quand on aime la francophonie, la façon dont il écrit, les paroles, c'est absolument merveilleux. Vous êtes diplômé d'HEC Paris, donc c'est une grande école de commerce. C'est pas du tout une école de musique. Pourquoi HEC quand on veut travailler dans la musique? Je ne vais pas vous mentir, à HEC, j'ai passé beaucoup de temps à être DJ des soirées étudiantes. Je me suis occupé de l'association rock où on répétait et je me suis occupé du ciné-club. Donc très vite, pendant mes études, je me suis plutôt orienté vers le côté artistique, l'organisation d'événements culturels
plus que les bilans comptables. Vous avez d'ailleurs lancé les Spice Girls en France, chez Virgin, dans les années 90. À quel moment vous avez compris que ça allait être un phénomène mondial tout de suite? Alors, j'étais dans l'équipe, en effet, au moment, chez Virgin France, au moment où les Spice Girls sont arrivés. C'était génial à l'époque parce que, donc, vous imaginez, enfin, non, vous ne savez pas, mais on n'avait pas encore le numérique, etc. Donc, on recevait des cassettes au bureau qui nous étaient envoyées par le bureau de Londres ou de Los Angeles. On mettait les cassettes ou les CD enregistrés dans nos appareils au bureau de Paris. Et là, on entendait une chanson pour la première fois. Quand on a entendu Wannabe des Spice Girls... Vous avez pensé quoi? Non, c'est qu'à ce moment-là, on met la musique, il y a tout le bureau qui se retourne. Donc voilà, Ah ouais. on a eu la même chose quand on avait reçu le premier titre de Britney Spears. Pareil, vous appuyez sur play, tout le monde se retourne en disant « c'est quoi ce truc de dingue ?» Vous êtes aussi un grand fan du PSG. D'ailleurs, vos équipes ont passé la semaine des 20 ans de Spotify avec le maillot du PSG à Stockholm. Ils en ont pensé quoi, les équipes suédoises ? Ils ont juste dit bravo, hein, ils ont juste dit merci, bravo, vous méritez cette coupe. Non, mais c'est vrai que quand on travaille dans une entreprise... Ils préfèrent Arsenal, pourtant, les Suédois, il paraît. Les Suédois, il y a beaucoup de fans d'Arsenal. On a aussi des collègues, évidemment, anglais. Et Spotify et sponsorise le Barça. Voilà. Ouais. Mais le football, voilà, c'est ce moment où on est tous à la fois rivaux et quand même amis. Et à la fin, on dit bravo, bien mérité, bon match. On parle souvent des privilèges des gens qui occupent les postes de direction, mais on parle moins parfois de la solitude qui les accompagne. C'est notamment dans leur prise de décision. C'est quelque chose que vous avez connu ou pas forcément? Pas trop chez Spotify, parce que c'est une entreprise suédoise avec une grande culture du collectif. Moi, j'ai de la chance de travailler avec une super équipe. Mon équipe en France, je les admire, je les aime beaucoup. On a un super esprit d'équipe. Et donc, non, je n'ai pas ce sentiment de solitude du dirigeant en travaillant chez Spotify. C'est une entreprise très collégiale. On termine toujours cet échange par des questions beaucoup plus légères, du tac au tac. Et avec vous, on va commencer par un petit blind test. Vous l'avez reconnu ? Oui, il me semble, d'après les premières notes, que c'est une reprise de Stromae, Papa Outé, par un créateur qui a utilisé des outils IA pour faire une nouvelle version de ce titre de Stromae. Et Stromae, il était d'accord, alors il avait donné son accord ou et pas finalement, forcément en voyant la sortie de ce titre, Stromae donne son accord, les ayants droit de Stromae donnent leur accord. Stromae sera rémunéré à la proportion de l'utilisation. Parce que ça a été un carton en fait, et donc, version c'est un revisitée. exemple de, dans certains cas, quand on est dans le respect de l'artiste et du droit d'auteur, on peut utiliser IA comme un outil de création qui ne remplacera pas, encore une fois, le talent et la créativité qui seront là dus à l'œuvre originale de Stromae. Donc c'est un excellent exemple d'une autre façon de produire, créer de la musique dans le respect, encore une fois, des artistes et du droit d'auteur. Allez, c'est parti pour un deuxième extrait. C'est un petit peu plus difficile. En tout cas, c'est pas là où on l'attend. Je fais que parler de toi, toujours les mêmes histoires. Bien sûr, c'est la star française mondiale qui remplit des stades de France, des stades Vélodrome. Mais sur ce morceau-là, il nous surprend quand même. Ouais, mais il est rapport... incroyable ce Jul, parce que je suis allé voir son concert au Stade de France il y a quelques jours. J'étais absolument scotché par l'enthousiasme, le public, la communion, qui connaissent toutes les paroles. L'énergie, tout le monde saute partout. Les enfants, les ados, mon fils de 22 ans qui est un fan de rap assez hardcore et qui est passé un moment incroyable, les familles et tout, etc. Quelle générosité, quelle ouverture d'esprit. Et justement, être capable de faire des morceaux avec autant d'influence, de s'approprier un peu toutes ces influences, de faire il a invité Kenji Girac sur scène, etc. Donc, non, c'est un artiste extraordinaire par sa générosité, sa curiosité, et il a justement su créer un lien avec le public qui est absolument incroyable. Merci à vous, Antoine Monin, pour cet échange. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro avant la pause estivale, et j'aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée. Et on va terminer cette interview par une photo souvenir.